Voici Park Avenue à Manhattan. Ici logent les plus grandes fortunes de New York. Les milliardaires. Les ultra-riches. Park Avenue n'est pas seulement un quartier huppé, c'est aussi un lieu de pouvoir. Ses habitants ne dépensent pas tout leur argent en voitures de luxe, jets privés et belles demeures. Ils en utilisent une partie pour changer les lois en leur faveur. Les riches se sont enrichis de manière spectaculaire au cours des 30 dernières années grâce à un système sur lequel ils ont la main mise. Un peu plus haut, à 10 minutes de voiture, Park Avenue traverse la rivière de Harlem et change radicalement de visage. Bienvenue dans le Bronx Sud, la circonscription électorale la plus pauvre des États-Unis. 700 000 personnes y habitent. Près de 40% d'entre elles vivent dans la pauvreté, avec moins de 40 $ par jour. Vu d'ici, les 30 dernières années ne se sont pas déroulées du tout comme sur Park Avenue à Manhattan. Les habitants du Bronx ont vu leur salaire baisser et les prix exploser. Ils ont perdu leur emploi dans la récession causée par les banquiers de Manhattan. Ils ont vu leurs enfants peiner dans des écoles en faillite. Au final, leur vie est plus dure que celle de leurs parents. Pourtant, le mythe de l'Amérique, le pays où tout est possible, reste bien ancré dans les têtes. Tout le monde peut faire fortune aux États-Unis, c'est bien connu. Il suffit d'avoir une bonne idée et de travailler dur. Mais aujourd'hui, quelles sont les chances d'un habitant du Bronx de finir ses jours sur Park Avenue ? On vous propose une partie de Monopoly un peu spéciale. Toutes les propriétés ont déjà été attribuées avant même le début de la partie, et tout l'argent distribué. Malgré cela, on vous dit, tentez votre chance comme tous les autres. C'est pareil dans la société. Certains ont beaucoup de moyens et toutes les portes leur sont ouvertes. D'autres sont désavantagés, défavorisés. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Paul Piff enseigne la psychologie sociale à l'Université de Californie à Berkeley. Il s'intéresse à la richesse et aux conséquences des inégalités dans la société américaine. Il a conduit une expérience intéressante. Oh wait, I get $200 because I just... Oh yeah, yeah. Le Monopoly met en scène un capitalisme impitoyable. Il remporte un vif succès depuis la Grande Dépression des années 1930. Tous les joueurs partent avec les mêmes chances de réussite, tout à fait dans l'esprit du grand rêve américain. C'est à la fois un jeu de réflexion et de hasard. Mais pour son expérience, Paul Piff a changé les règles en donnant un avantage à l'un des joueurs. Les deux joueurs ne se connaissent pas. On tire à pile ou face pour déterminer leur position. C'est l'intrusion du hasard, comme le hasard des naissances qui fait qu'on est dans telle ou telle famille. Le joueur riche touche $200 quand il passe sur la case départ. Il lance les 2 dés, ce qui lui permet d'avancer rapidement sur le plateau. How many 500s did you have? Just one. Are you serious? Yeah. I have 3. Le joueur pauvre a un lourd handicap. Il touche moitié moins d'argent quand il passe sur la case départ. I'm gonna lose pretty soon. Il ne lance qu'un seul dé. Il se déplace donc plus lentement que l'autre joueur, qui touche plus d'argent plus souvent. I'm gonna get another $200 again. I know. Bien qu'ils sachent que le jeu est biaisé, les joueurs riches trouvent leur bonne fortune normale. Détail éloquent, ils piochent davantage dans l'assiette de biscuits apéritifs. Ils finissent par penser qu'ils méritent de gagner. I'm gonna buy out this whole board. Mais surtout, ils ne font aucun cas de la mauvaise fortune des joueurs pauvres, bien que ces derniers n'aient aucune chance de gagner.
Le rêve américain, c'est l'idée que tout le monde peut réussir. Il suffit de tenter sa chance. Mais en fait, beaucoup de personnes n'ont pas l'impression de faire jeu égal. Ils n'ont pas les mêmes chances. Les règles sont déjà fixées. Les propriétés ont déjà été attribuées. Et l'argent est déjà dans les mains des autres joueurs. Tous les parents veulent la même chose pour leurs enfants. Qu'ils vivent en sécurité, qu'ils soient heureux, qu'ils réussissent dans la vie et soient en bonne santé. Mais beaucoup d'enfants partent avec un handicap avant même d'être nés. Ils naissent dans un quartier où règne l'insécurité. Ils vivent dans un appartement trop petit et ils n'ont pas une alimentation saine. Ils peuvent avoir des maladies non traitées. Le problème numéro 1 est le manque d'égalité des chances. Dans certains quartiers du Bronx Sud, le taux de chômage atteint 19% et de nombreuses familles ont du mal à se nourrir. Le pasteur Colin Dunkley et sa femme ont mis sur pied une distribution alimentaire. 200 familles en difficulté en bénéficient chaque semaine. J'aime aider les gens et me mettre à leur service. Si on peut faire quelque chose pour les autres, on le fait. On nous donne des boîtes de légumes, des haricots et des sacs de riz. Parfois, on nous donne aussi des petits jus d'orange. On les distribue aux enfants. Mais les dons ne suffisent pas à répondre à la demande. Le jour de notre visite, toute la nourriture a été distribuée en un quart d'heure. Il est très difficile de s'extraire de l'extrême pauvreté aux États-Unis. C'est quasiment impossible. C'est en contradiction flagrante avec l'image que l'Amérique a d'elle-même depuis longtemps. Elle se considère comme un pays où tout est possible, mais en fait, la mobilité sociale des Américains est loin derrière celle des autres pays industrialisés. Quand j'étais enfant, l'Amérique se percevait comme le pays des classes moyennes. Évidemment, il y avait un petit groupe de riches et il y avait des pauvres. Mais l'Amérique était fière du développement de ces classes moyennes qui étaient à la base de sa prospérité. Aujourd'hui, la société a changé. Il y a toujours eu un écart entre les riches et le reste de la population. Mais au cours des 30 dernières années, cet écart n'a cessé de se creuser. Les revenus des plus pauvres ont stagné. Et les plus riches se sont accaparés une part disproportionnée de la croissance économique. Durant les 30 Glorieuses aux États-Unis, les gains de croissance étaient partagés entre tous. Une part importante revenait aux classes moyennes. Mais depuis la fin des années 1970, le 1% des ménages les plus aisés s'est approprié la part qui revenait jusqu'alors à 90% de la population. Les riches touchent une part énorme des gains de croissance de l'économie. Il s'agit d'un groupe de plusieurs milliers de personnes. Ou plutôt, de quelques centaines de personnes. En 2010, les 400 Américains les plus fortunés possédaient plus d'argent que les 50% des Américains les plus démunis, soit 150 millions de personnes. Mais que font les riches de tout cet argent? Il y a un groupe minuscule qui correspond sans doute à 0,01% des ménages les plus riches. Ces gens se concentrent dans très peu de villes. New York en est une depuis le début du 19e siècle. C'est une capitale mondiale qui héberge plusieurs des plus grandes fortunes du monde. Elle attire le 0,01% des ménages les plus aisés. J'ai pris un taxi pour descendre la 5e avenue. Je cherchais l'immeuble d'habitation le plus riche de New York.
J'avais une liste de 10 immeubles. Le numéro 740 de Park Avenue est devenu l'épicentre des gens qui dirigent le monde, des véritables maîtres du monde. Ils vivent tous au 740 Park Avenue. Avant mon livre, cet immeuble était connu sous le nom de Building Rockefeller, bien que Rockefeller n'ait pas fait partie des premiers copropriétaires. L'immeuble a été bâti par James Tilly, le grand-père de Jackie Kennedy, et un groupe d'hommes d'affaires tenus responsables de la crise boursière de 1929 et de la Grande Dépression qui a suivi. Ensuite, l'immeuble a été investi par les dirigeants de la Standard Oil, la société pétrolière de Rockefeller, et leurs amis. Habiter là, c'était le must pour une certaine société new-yorkaise fortunée. Aujourd'hui, la majorité des copropriétaires travaillent dans les hedge funds, les fonds spéculatifs. Ce sont les riches de notre époque, comme les gens de l'industrie pétrolière l'étaient dans les années 1930. Ces hommes dirigent le monde. Ce sont des multimilliardaires. Ce sont les patrons des plus grandes entreprises du monde. Ce portier a travaillé au 740 Park Avenue. Il a accepté de témoigner, à la condition qu'on modifie sa voix et qu'on cache son visage. Pour être embauché au 740, il faut avoir de bonnes relations. C'est l'immeuble le plus prestigieux du monde. Il ne compte que 31 appartements. Ça ne fait pas beaucoup de copropriétaires. Mais ils ont mauvais caractère et il faut avoir la peau dure pour travailler là. On a affaire à des gens odieux et des milliardaires. Il faut tout savoir sur eux. À quelle heure ils partent pour Wall Street, à qui appartient quelle voiture, qui aime ouvrir sa porte lui-même, s'asseoir sur le siège avant ou sur le siège arrière. Tout cela paraît futile, mais à la moindre erreur, on est viré. Qui habite cet immeuble aujourd'hui? Il y a par exemple John Fane, le dernier PDG de Merrill Lynch avant son rachat, Ezra Merkin, le rabatteur de Bernard Madoff, David Koch, la plus grande fortune de l'immeuble, et Stephen Schwarzman, qui incarne le capitalisme débridé de la dernière décennie. Le milliardaire Stephen Schwarzman est le roi des fonds d'investissement. Il occupe l'appartement le plus baroque de l'immeuble. Il a travaillé chez les Mann Brothers avant de créer la banque d'investissement Blackstone. C'est l'un des grands patrons à réclamer des baisses d'impôts pour les ultra-riches. Thank you for the opportunity to address the 66th annual Alfred E. Smith Memorial Foundation dinner. We call it Occupy Waldorf. L'appartement de Schwarzman a appartenu à John D. Rockefeller Jr. Il compte 37 pièces. Et il est tout simplement gigantesque. En effet, il fait 1800 mètres carrés. Schwarzman l'a acheté un peu moins de 30 millions de dollars. C'est une bouchée de pain pour ce géant de Wall Street qui pèse plus de 5 milliards de dollars. Pourquoi quelques personnes ne pourraient-elles pas gagner très bien leur vie? C'est la preuve que le rêve américain fonctionne. En travaillant dur, on fait fortune. Notre société a une vision très complexe des inégalités économiques. Les Américains ne pensent pas que toutes les inégalités de patrimoine ou de revenus sont injustes. Ils pensent même que ceux qui travaillent dur et prennent des risques doivent pouvoir sortir du lot. Jacob Hacker est politologue à Yale. Il a coécrit un ouvrage sur la politique du gagnant qui rafle tout. D'après lui, l'incroyable accumulation de richesses en haut de l'échelle n'est pas que le fruit d'un dur labeur. Les riches font pression sur les politiques pour changer les lois en leur faveur. Il y a eu un cycle de renforcement. Les riches ont gagné de l'argent. Alors ils l'ont investi dans des politiques qui leur étaient favorables. Du coup, ils ont gagné encore plus d'argent qu'ils ont réinvesti dans la politique. Pour comprendre comment les ultra-riches influencent Washington, je me suis adressé à Jack Abramoff. Cet ancien lobbyiste a corrompu de nombreux hommes politiques. J'avais tourné un film très critique sur lui il y a quelques années. Jack Abramoff a passé près de 4 ans en prison pour corruption.
Aujourd'hui, il s'est repenti et réclame un meilleur encadrement des activités de lobbying. J'aurais aimé avoir eu une révélation au fait de ma carrière de lobbyiste. Malheureusement pour moi, il a d'abord fallu que je tombe. Jack Abramoff has pled guilty to federal corruption charges. J'ai décidé d'examiner honnêtement mes activités passées. J'ai aussi examiné le contexte général et j'ai compris que le système était en mauvais état. I'm just a bill, yes, I'm only a bill, and I'm sitting here on Capitol Hill. Ce film pédagogique date de 1975. On le montre toujours dans les écoles américaines pour enseigner le processus législatif. Some folks back home decided they wanted a law passed, so they called their local congressman, and he said, "You're right, there ought to be a law." Then he sat down and wrote me out and introduced me to Congress, and I became a bill. C'est mignon. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe à Washington. Les projets de loi ne sont quasiment jamais rédigés par des députés après audition d'un groupe de citoyens représentatifs. Les députés et leurs équipes sont des gens occupés. Alors ils font appel au service de lobbyistes qui rédigent les projets de loi pour eux. Les lobbyistes fournissent des projets de loi très précis qui correspondent exactement à leurs besoins. Quand vous étiez lobbyiste, comment ameniez-vous des députés à soutenir les projets de loi que vous aviez rédigés? Un lobbyiste doit convaincre les décideurs, les députés et leurs équipes. Ça passe malheureusement par des transferts financiers. L'un des petits secrets honteux de Washington, c'est le temps que les parlementaires passent au téléphone à réclamer des sous chaque semaine. Ils mendient tout au long de l'année, pas seulement en période électorale. C'est triste à voir. Les campagnes électorales coûtent des dizaines de millions de dollars. Les donateurs donnent de l'argent en échange d'un résultat. Ils achètent un résultat. C'est le problème. C'est ce que je faisais. Mais quand tout a-t-il commencé? Quand l'argent est-il devenu le maître de Washington? C'est lié à la mobilisation des entreprises au milieu des années 1970. Ralph Nader et d'autres défenseurs des droits des consommateurs ont poussé les grandes entreprises dans leur retranchement. Air and water pollution control, safer cars and highways, and many better ways of doing things. We're a rich country, but we're not distributing it for our major public needs. Ralph Nader a été la bête noire des entreprises américaines. Il leur faisait très peur. Les entreprises ont suivi les conseils de Lewis Powell, futur juge à la Cour suprême. Dans une note pour la Chambre de commerce, il leur a conseillé de se regrouper. Patrons de tous les pays, unissez-vous. Lewis Powell, avocat d'affaires pour l'industrie du tabac, est nommé à la Cour suprême par Richard Nixon en 1972. Peu avant, il remet une note confidentielle à la Chambre américaine du commerce. Dans cette note, il fait de Ralph Nader l'ennemi numéro 1 des entreprises. Il appelle les grands patrons à peser davantage sur la définition des politiques et des lois. Il décrit même la méthode à suivre pour prendre le contrôle des institutions américaines. Les entreprises américaines ont suivi ces conseils. Leurs activités de lobbying se sont beaucoup développées dans les années 1970. Elles ont investi d'importantes sommes d'argent dans la politique. Elles ont changé de stratégie. Une grande organisation patronale a quitté New York pour s'installer à Washington. Les grands patrons ont noué des relations personnelles avec les hommes politiques. Résultat, on est passé d'une politique en faveur des classes moyennes et des défavorisés à une politique en faveur des riches. Dans les années 1980, le secteur du lobbying pesait 400 millions de dollars par an. Aujourd'hui, il pèse dans les 4 milliards. De nos jours, Washington est quasiment à la botte des entreprises américaines. Les groupes d'intérêt dépensent des milliards de dollars. Il y a des armées de lobbyistes à l'intérieur des murs, occupés à rédiger les réglementations et les lois. Des sommes d'argent considérables sont données pour financer les campagnes politiques et beaucoup d'hommes politiques sont corrompus. Un bon exemple de l'influence que peut exercer un petit groupe de milliardaires sur l'État américain est une niche fiscale sur les carried interests. Il s'agit des plus-values d'intéressement versées aux gestionnaires de fonds d'investissement comme Stephen Schwarzman, qui ne risquent même pas leur propre argent.
Ces revenus sont imposés à hauteur de 15% seulement, contre 35% pour les autres revenus du capital. Quand on explique aux gens de quoi il s'agit, ils trouvent ça aberrant. Les PDG les mieux payés du secteur financier sont imposés à un taux inférieur à celui d'un épicier, par exemple. C'est grâce au lobbying extrêmement efficace du secteur financier. Okay, it was a question about carried interest being taxed at a lower rate. We sort of look at this as sort of an issue that's now in the political world, and you know, it will be solved in that world. We don't have much of a say in that. Schwartzman went to Capitol Hill yesterday and stood outside the Senate chamber lobbying senators. Schwartzman was there to fight against higher taxes on so-called carried interest. Depuis 2006, tous les dirigeants du Parti démocrate, y compris le président Obama, ont dénoncé cette niche. Let's ask hedge fund managers to stop paying taxes that are lower on their rates than their secretaries. Mais cette niche subsiste miraculeusement. À chaque session parlementaire, on termine en disant « Désolé, on n'a pas eu le temps, on s'en occupera la prochaine fois ». Même quand les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès américain, ils ne suppriment pas cette niche. Pourquoi? Le projet a été adopté par la Chambre des représentants à 2 reprises, mais au Sénat, les fonds spéculatifs ont trouvé un ami en la personne de Charles Schumer, qu'on surnommait le sénateur de Wall Street il y a des années. Charles Schumer est l'un des sénateurs les plus puissants des États-Unis. Il a su lever des fonds importants auprès des financiers pour les campagnes électorales des démocrates. Schumer est connu pour sa capacité à lever des fonds à Wall Street. C'est ce qui lui vaut une position importante au sein du Parti démocrate. Schumer a dirigé le comité de campagne démocrate pour les élections sénatoriales. Il a su en faire une machine à lever des fonds. Il faut lui reconnaître ce mérite. Schumer a levé des sommes astronomiques à Wall Street pour le Parti démocrate. Lorsqu'en juin 2007, le Sénat étudie la possibilité de supprimer la fameuse niche fiscale des gérants de fonds spéculatifs, Schumer fait des miracles. En un seul mois, il décroche plus d'1 million de dollars de dons de la part de fonds d'investissement comme Blackstone, gérés par Schwarzman. Le projet de loi retourne aussitôt dans les tiroirs. Schumer a enterré ce projet. Il n'y a jamais eu de vote, ni dans une commission, ni au Sénat. Well, I believe that income equality, jobs, the economy has been the issue for a long time. Schumer dit toujours qu'il faut supprimer cette niche. Are you willing to vote to get rid of the carried interest provision, which allows people like Mitt to make that kind of tax break? Mais il demande qu'on réexamine aussi les autres niches fiscales. But any carried interest, whether it's venture capital or oil and gas or anything else. Schumer dit qu'il faut revoir tout le code des impôts. Comme ça, il est sûr qu'on ne le fera jamais. Every senator pays attention to the industries with big footprints in their states, as they should. À ceux qui lui reprochent de défendre cette niche fiscale, Schumer répond qu'il ne fait que défendre les intérêts de ses administrés, qui sont les banquiers de Wall Street. Mais dans ces administrés, il y a aussi des agents de police, des infirmières, des pompiers. Ces hommes et ces femmes sauvent des vies, parfois celles de banquiers. Mais curieusement, leurs sénateurs ne voient aucun problème à ce qu'ils soient imposés à un taux 2 fois plus élevé que les milliardaires de la finance. Schumer pense qu'il doit représenter les intérêts de Wall Street pour assurer la réussite de son parti et la sienne. C'est un excellent exemple du poids de l'argent dans la politique américaine actuelle. L'argent de David Koch pèse particulièrement lourd. Sa fortune est estimée à 25 milliards de dollars. Ce magnat du pétrole, classé à droite en politique, est l'homme le plus riche du 740 Park Avenue. David Koch et son frère Charles dirigent Koch Industries, l'une des plus grandes sociétés du monde non cotées en bourse. Elle fabrique des gobelets, du papier hygiénique, du lycra, de la moquette. Mais son activité la plus rentable est la production de pétrole et de gaz. Le chiffre d'affaires annuel de Koch Industries dépasse les 100 milliards de dollars. À eux deux, les frères Koch ont dû dépenser plus d'argent que quiconque pour influencer la politique américaine. Il n'y a pas de précédent. Personne n'a jamais autant d'influence qu'eux sur la politique américaine. The minute you walked in the joint, I could see you were a man
without distinction, a real big spender. Millions of dollars for Republican politicians. More than $50 million, for example, to lobby in Washington since 2006. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? As much as $200 million of their own money this year to help defeat President Obama. A big spender. Spend a little time with me. Aux élections présidentielles de 1980, David Koch a été le colistier du candidat libertarien. David Koch a fait un score lamentable. Les libertariens ont obtenu 1% des voix en 1980. Alors ils ont cherché d'autres moyens de faire passer leurs idées. Les frères Koch décident de mettre leur argent au service de la philosophie libertarienne qui prône la disparition de l'État. Ils financent des campagnes électorales, mais surtout, ils investissent des millions de dollars dans des think tanks classés à droite qui vont diffuser leurs idées. Charles Koch crée même son propre cercle de réflexion, l'Institut Cato. Government's too big and it's getting bigger and we don't want to encourage bigger government to take the keys to the liquor cabinet away from the alcoholics. Les frères Koch font également de gros chèques à des universités pour financer des programmes d'études sur la déréglementation et le libre-échange. Ils prétendent qu'ils défendent le libre-échange pour des raisons philosophiques. Mais la réglementation est souvent contraire à leurs intérêts industriels. La réglementation écologique nuit particulièrement au cœur de métier de Koch Industries. L'Agence américaine de protection de l'environnement lui inflige de lourdes amendes. We are talking about millions of gallons of crude oil being released into the environment. En 2000, l'agence inflige à Koch Industries une amende record de 30 millions de dollars pour 300 rejets illicites d'hydrocarbures dans l'environnement. When you make businesses less competitive because they're having to deal with regulations from the Environmental Protection Agency and other unelected bureaucracies, instead of creating jobs and instead of being able to compete with our foreign competitors, we know it kills jobs. Tim Phillips dirige la dernière association créée par les frères Koch, la fondation Americans for Prosperity, Américains pour la prospérité. Nous défendons et nous promouvons le libre-échange. Pour nous, c'est le meilleur moyen d'apporter la prospérité aux gens de toutes les origines et de leur offrir une vie meilleure. Par le biais de cette fondation, les frères Koch apportent un soutien financier considérable au Tea Party. Ils financent des meetings et y font venir de grands noms de la politique intérieure américaine. Ils financent également des spots télévisés. Wasteful spending must stop. Go to spendingcrisis.org to make your voice heard. On a pu croire que le Tea Party était un mouvement issu de la base, une combustion spontanée. Mais en fait, c'est un mouvement alimenté par les milliardaires libertariens. We want the maximum freedom to launch businesses, create opportunity, and expand prosperity. We desire a tax code that does not punish hard work or crush the entrepreneurial spirit that makes America unique in the world. Ils défendent l'idéologie du libre-échange. Gagner de l'argent égale être libre. Écoutez la rhétorique du Tea Party. Ce sont exactement les mêmes formules. Our side and the side you're on today is the side, frankly, of freedom. They're chanting liberty and chanting no more taxes. Freedom, liberty, and people waking up to the fact that this is our country and it's up to us to take it back. Our rights are being taken away, little by little. Mais de quelle liberté parle-t-on? De la liberté pour tous ou de la liberté pour les milliardaires de polluer, de ne pas payer d'impôts et d'être dégagés de toute responsabilité envers la société? Le Tea Party remet au goût du jour la pensée d'Ayn Rand, une romancière et philosophe très décriée. Here in the United States, perhaps the most challenging and unusual new philosophy has been forged by a novelist, Ayn Rand. Miss Rand's point of view is still comparatively unknown in America, but if it ever did take hold,
It would revolutionize our lives. I am opposed to all forms of control. I am for an absolute, laissez-faire, free, unregulated economy. Ayn Rand a écrit plusieurs romans qui sont devenus une pierre de touche pour les républicains d'aujourd'hui. Le plus célèbre est La Grève ou La Révolte d'Atlas. There's Atlas. He holds the world on his shoulders. What if Atlas shrugged? Picture this, an anti-utopia society that collapses under government control. Does this sound familiar? It should. It's Ayn Rand's story of Atlas Shrugged, and now it's a movie, one very popular with Tea Party members. Le film est sorti aux États-Unis en 2011. Il décrit une Amérique dans laquelle les entreprises sont soumises à une réglementation. Les riches payent des impôts et l'État aide les classes moyennes et les pauvres. Une vision apocalyptique d'après Ayn Rand. Ceux qui ont besoin d'un coup de pouce dans la vie sont présentés comme des parasites. Ceux qui veulent les aider sont des méchants. Les héros sont ceux qui pratiquent l'égoïsme rationnel. You really don't care about helping the underprivileged, do you? No, Philip, I don't. Un jour, les grands patrons américains en ont assez de vivre sous le joug d'un État qui ne leur apporte rien et se mettent en grève. What are you selling, pal? Nothing. I'm simply offering a society that cultivates individual achievement. Ils se réfugient dans les montagnes où ils créent une société meilleure, sans État. Laissée à elle-même, privée du soutien d'hommes comme David Koch et Stephen Schwarzman qui portent le monde tel Atlas, l'Amérique s'écroule. Nous soutenons ce film. Nous avons organisé des projections dans tout le pays pour diffuser les idées qu'il véhicule. Nous partageons les principes, les valeurs et la morale capitaliste décrite dans le roman. You do not like the altruism by which we live. Who say that I don't like is too weak a word. I consider it evil. Ce qui plaît chez Ayn Rand, c'est l'idée que la cupidité soit une vertu, comme le dit le héros du film Wall Street. C'est une philosophie séduisante, j'imagine, quand on a une grosse fortune. Ça évite de se sentir coupable. How does your philosophy translate itself into the world of politics? We believe that America deserves a choice of two futures. We believe that what we are going... Paul Ryan est un parlementaire républicain. Il a reçu plus d'argent des frères Koch qu'aucun autre parlementaire. Ses idées libertariennes l'ont propulsé à la tête du mouvement Tea Party et il a été le colistier de Mitt Romney pour l'élection présidentielle de 2012. Mais depuis qu'il évolue dans les hautes sphères du pouvoir, il nie être un adepte d'Ayn Rand. Il s'est pourtant réclamé d'elle publiquement il y a quelques années. I just want to speak to you a little bit about Ayn Rand and what she meant to me in my life and the fight we're engaged here in Congress. The reason I got involved in public service, by and large, if I had to credit one thinker, one person, it would be Ayn Rand. You believe that there should be no right by the government to tax. You believe that there should be no such thing as welfare legislation, unemployment compensation. How do we build roads, sanitation facilities, hospitals, schools? I believe in private roads, private post offices, private schools. It's so important that we go back to our roots to look at Ayn Rand's vision, her writings, to see what our undergrounding principles are. We have to go back to Ayn Rand. Our plan takes power away from Washington and gives it back to the individual. Paul Ryan a mis la philosophie d'Ayn Rand en pratique au Congrès américain. Sa proposition de budget intitulée « Le chemin vers la prospérité » prévoyait des coupes claires dans la politique sociale et des réductions massives d'impôts pour les riches. I think that the path to prosperity that Chairman Ryan and his committee have put together is a blueprint for America's future. Le chemin vers la prospérité a été adopté par la Chambre basse du Congrès américain en mars 2012. Il est au cœur de la ligne économique du Parti républicain. Que pensez-vous du projet de budget de Ryan? Il est ridicule.
Ryan propose une baisse d'impôts de 10 milliards de dollars dans le cadre de son plan de réduction des déficits. À l'évidence, quand on baisse les rentrées fiscales de 10 milliards de dollars, on est obligé de baisser les dépenses d'encore plus. Si on prend ces chiffres au sérieux, c'est l'arrêt de toutes les politiques publiques, aussi bien en matière d'équipement que d'éducation ou d'énergie. Contrairement à ce qu'on prétend, cette proposition n'est fondée sur aucune théorie économique. Aucun conservateur, quelle que soit l'époque, n'a jamais parlé comme Paul Ryan. L'économiste Milton Friedman a proposé un impôt sur le revenu négatif et un revenu garanti pour les pauvres. Friedrich Hayek, un des plus ardents défenseurs du libéralisme économique, reconnaissait la nécessité de garantir un niveau de vie minimum et des soins de santé. Il y a une idéologie sous-jacente. Ils utilisent la politique fiscale pour vider de leur contenu toutes les politiques publiques. Ma mère me disait, tu vis aux États-Unis, peu importe d'où tu viens. Ce qui compte, c'est où tu finis. En Amérique, on a une chance de faire fortune. C'est un pays où il y a une certaine morale. Ils prétendent que tout le monde peut faire fortune. Ils refusent de voir que les pauvres sans instruction n'ont pas les mêmes chances. Tout le monde, ou presque, reconnaît que l'éducation est la clé de l'ascension sociale. Pour les plus défavorisés, un diplôme universitaire quadruple les chances de gravir l'échelle sociale jusqu'au sommet. Sauf que l'université est de plus en plus inaccessible. Le coût des études supérieures a augmenté de plus de 500% aux États-Unis depuis 1980. Dans le même temps, il est devenu plus difficile d'obtenir un emploi sans diplôme universitaire. Sur 10 Américains possédant uniquement un diplôme du secondaire, 7 ne décrochent pas d'emploi à temps plein. Cruelle ironie, l'économie américaine manque de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie manufacturière, le secteur des hautes technologies et la santé. Mais alors que 12 millions d'Américains sont au chômage, les deux partis prônant une baisse d'impôts pour les riches proposent de faire des coupes claires dans les politiques d'éducation et de formation. C'est difficile d'être optimiste en ce moment pour les pauvres, pour les gens qui veulent subvenir aux besoins de leur famille et qui n'y arrivent pas. Aujourd'hui, un Américain sur 7 reçoit des bons alimentaires. Plus de la moitié des bénéficiaires sont des enfants ou des personnes âgées, et 41% vivent dans des ménages qui travaillent. Il ne suffit donc plus d'avoir un emploi pour échapper à la pauvreté. Il y a des gens pour penser que les pauvres n'ont pas besoin d'aide, qu'ils n'ont qu'à aller travailler. Mais s'il y avait des emplois, ils seraient ravis d'y aller. Simplement, il n'y en a pas. Alors, que doivent-ils faire? C'est pour ça qu'il faut un filet de sécurité. Les pauvres ne sont pas les seuls en difficulté aux États-Unis. Au Wisconsin, la patrie de Paul Ryan, de nombreux citoyens des classes moyennes peinent désormais à joindre les deux bouts. Dans le comté aisé de Waukesha, cette banque alimentaire reçoit plus de 6000 personnes par mois. Depuis notre création, on n'avait encore jamais vu autant de célibataires ou de familles avec un haut niveau d'instruction ou une formation professionnelle. Mon mari a perdu son travail. On vit avec un seul revenu. Notre enfant de 6 ans a un traitement médical onéreux. Sans la banque alimentaire, on n'arriverait pas à joindre les deux bouts. Quand on est au chômage, on est censé envoyer 2 candidatures par semaine. Moi, j'en envoyais une par jour. J'ai fini par faire le tour des entreprises de la région. J'en ai même adressé une à McDonald's, mais ils n'ont jamais répondu. J'espère que nos dirigeants politiques auront le bon sens de maintenir ces programmes d'aide. Je suis inquiète quand j'entends parler de réduction des dépenses publiques. Je crains pour les ménages à faible revenu. Pour les hommes politiques, tout ça ne sert à rien. Mais pour nous, c'est essentiel. Eux gagnent de l'argent et ils n'ont pas à s'inquiéter. 9 hommes politiques sur 10 viennent d'un milieu aisé. Ils n'imaginent pas notre vie une seconde. Mais une fois qu'on y est, on voit les choses différemment.
Dans son projet de budget, Paul Ryan prévoit de réduire l'aide alimentaire de 134 milliards sur 10 ans. Ce serait la fin du filet de sécurité pour 8 millions d'Américains. Our nation is approaching a tipping point. We're at a moment where if government's growth is left unchecked and unchallenged, America's best century will be considered our past century. This is a future in which we will transform our social safety net into a hammock. Paul Ryan parle d'un hamac. Mais au Wisconsin, l'année dernière, l'allocation moyenne était de 246 $ par mois pour un couple et d'environ 350 $ pour une famille de 4 personnes. Est-ce assez pour dire « Ah, je reste dans mon hamac, j'ai les bons alimentaires » Notre pays a les moyens de nourrir ses citoyens et a le devoir de le faire. Cette histoire de hamac est absurde. And if you try to raise our taxes and trample on our liberties, we're either going to beat you or make your life miserable. The government has been starved of funds. On affame l'État. La part des impôts dans le revenu national est au plus bas. On ne peut même plus payer les services publics de base. On ne peut plus assurer le fonctionnement des écoles, ni entretenir les routes. Les impôts, c'est le prix à payer pour la civilisation. Pas d'impôts, pas de civilisation. C'est aussi simple que cela. Les impôts qui pèsent sur les millionnaires ont baissé de plus de 25% au cours des 20 dernières années. Pour la poignée d'ultra-riches tout en haut de l'échelle, ils ont baissé de près de 50%. C'est en grande partie grâce à George W. Bush. Il a baissé le taux d'imposition des plus-values à 15%. Sous Ronald Reagan, c'était presque 2 fois plus. Les cadeaux fiscaux de Bush ont augmenté la dette des États-Unis de plus de 2,9 milliards de dollars. Ceux prévus par Paul Ryan creuseraient un trou supplémentaire de 4,6 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Comment comprendre ces efforts incessants pour réduire les impôts des plus riches alors qu'ils sont déjà tellement mieux lotis que le reste de la population? En 1965, un PDG gagnait environ 20 fois le salaire d'un salarié moyen. Aujourd'hui, même les plus conservateurs estiment que le rapport est de 1 à 231. Mais que se passe-t-il? Est-ce que les patrons sont payés plus parce qu'ils le méritent? John Fain habite au 740 Park Avenue. C'était le PDG le mieux payé des États-Unis en 2007. L'appartement de Fain serait mon préféré si je pouvais habiter cet immeuble. C'est un duplex, un petit bijou. Il a 4 expositions et donne sur Central Park. Fain a été cadre dirigeant chez Goldman Sachs, puis directeur général de la Bourse de New York, avant de prendre la direction de Merrill Lynch. En 2008, cette banque d'investissement accumule les pertes et son cours en bourse s'effondre. Cela n'empêche pas Fain de faire rénover son bureau pour un montant d'1 200 000 $. You spent more than $1 million renovating your office. Is this true? It was my office, it was 2 conference rooms, and it was a reception area. But it is clear to me, in today's world, that it was a mistake. I apologize for spending that money on those things. Pendant que Fain est occupé à choisir des fauteuils, des tapis et des corbeilles à papier, Merrill Lynch et d'autres banques d'investissement provoquent un ralentissement de l'économie mondiale. Wall Street has been turned upside down. The collapse of one investment bank, the takeover of another. $29 billion to help JP Morgan. $85 billion to bail out the insurance giant AIG. Les contribuables américains sauvent Wall Street avec des opérations de renflouement et des prêts assortis de taux d'intérêt quasi nuls. I'm confident that this rescue plan, along with other measures taken by the Treasury Department and the Federal Reserve, will begin to restore strength and stability to America's financial system and overall economy. Dans les mois qui suivent, sous les présidences de Bush puis d'Obama, des millions d'Américains issus des classes moyennes ne parviennent plus à rembourser leurs prêts hypothécaires. Mais l'aide qu'ils reçoivent est dérisoire comparée aux milliards dépensés pour renflouer les banques. Merrill Lynch enregistre plus de 27 milliards de pertes pendant que Fain est aux commandes. Elle est finalement rachetée par Bank of America. Cela n'empêche pas Fain de distribuer 3,6 milliards de dollars de bonus à ses cadres.
The bonuses were paid even as Merrill suffered $15 billion in losses. Quand tous les gens qu'on côtoie courent après de grosses sommes d'argent et ont pour seule morale l'idée de faire encore et toujours plus d'argent, on devient comme eux et on adopte le même comportement. Quand j'ai commencé à travailler au 740, je me suis dit, c'est super. À Noël, les copropriétaires vont me donner chacun $1000, puisqu'ils sont tous multimilliardaires. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'était des hommes d'affaires. Ils connaissaient le prix exact d'un pourboire et ne donnaient jamais plus. Le plus mesquin de tous était David Koch. Tous les week-ends, il chargeait 2 camionnettes et partait à la mer. Il avait plusieurs chauffeurs et beaucoup de sacs lourds. Ça faisait pas mal d'allées et venues. Mais jamais il ne donnait de pourboire. Jamais il ne souriait. À Noël, il donnait $50 en chèque. Il aurait pu au moins nous les donner en liquide. Avoir de l'argent ne rend pas les gens intelligents, cultivés ou raffinés. Certains riches sont de vraies ordures. Stephen Schwartzman unleashed a disgusting comparison over the administration's effort to increase taxes. He said, quote, "It's a war. It's like when Hitler invaded Poland in 1939. On a étudié des milliers de personnes à travers le pays. Plus on est riche, plus on a le sentiment d'y avoir droit et de le mériter. Ça peut expliquer en partie que certaines personnes sortent leurs griffes quand elles ont l'impression qu'on attaque leurs privilèges. Since when in this country was it okay to demonize success? The free enterprise system is under attack. Back to the old populists demonize the rich. Les républicains accusent toujours les démocrates d'exacerber la lutte des classes. The Democratic Party is going to have to stop bashing the rich. But they do it themselves. Mais ils font pareil. Ils sont toujours prompts à souligner qu'environ la moitié des ménages américains ne paient pas d'impôts sur le revenu. We have a system today in the United States where 45% of Americans don't pay any income tax. You have to have skin in the game. Over 45% of the people in this country don't pay income taxes at all, and we have to question whether that's fair. Ces gens ne paient pas l'impôt sur le revenu. Ce sont par exemple les vieilles dames qui vivent seules avec tellement peu qu'elles n'ont rien à déclarer, ou encore les handicapés sans ressources. Mais ils paient les cotisations sociales, les taxes sur les produits et services, la taxe foncière. Les impôts locaux et fédéraux, la taxe sur l'essence, celle sur l'alcool. C'est absurde de dire que les ménages à faible revenu ne paient pas d'impôts. Ils en paient beaucoup. Si en tant qu'homme politique, vous pouvez diriger la colère des classes moyennes vers le bas plutôt que vers le haut, vers le 1% des ménages riches qui s'en tirent en empochant toujours plus, vous pouvez engranger des voix. Certains sont excellents à ce petit jeu. We are in very real danger that the American dream is slipping from the grasp of the next generation. Ce dîner annuel de charité est l'occasion pour de riches New-Yorkais de donner aux pauvres. Au cours des 10 dernières années, Stephen Schwarzman a donné plus de $7 millions à un fonds pour la scolarisation des enfants défavorisés de New York. I worry that the social fabric of America is being ripped purposefully by people who are taking advantage of individuals who are suffering. Stephen Schwarzman semble compatir au sort des pauvres. Mais il ne voit pas que le capitalisme n'est pas un jeu, contrairement au Monopoly. Pour chaque gagnant, il y a des milliers de laissés pour compte. Si l'on crée la richesse, on crée aussi la pauvreté. Sans une démocratie populaire, tous les bénéfices de notre économie iront à l'élite. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. I'm from Michigan. This is where our money is. People lost their homes in the banking and mortgage crisis, and it went here.
On a parfaitement le droit d'être riche. Dieu veut que tous ses enfants soient riches. Mais les riches ne doivent pas penser qu'à eux. Ils veulent posséder non pas 10 milliards, mais 20. Pour ça, ils détournent les politiques publiques et achètent des hommes politiques. L'Amérique est devenue un pays où l'argent peut tout acheter. En Amérique, les milliardaires sont souvent donnés en exemple. Ils seraient la preuve qu'aux États-Unis, tout est possible. Tout le monde peut faire fortune. Mais les Américains peuvent-ils toujours gravir l'échelle sociale dans leur pays? Une rivière sépare Park Avenue du Bronx. Peut-elle apporter la prospérité à tous? Ou est-elle devenue une frontière infranchissable? Tant que les dirigeants politiques américains auront besoin des riches pour remporter les élections et se maintenir à leur poste, ils feront des lois pour les protéger, pour permettre aux nantis de rester entre eux, dans leur forteresse, de l'autre côté de la rivière. Les personnes suivantes ont refusé ou tout simplement ignoré nos demandes d'entretien.